On entend souvent que les mathématiques et l'économie sont directement liées, que les maths nous permettent aux économistes et aux futurs économistes comme moi d'étudier l'économie actuelle. Or, comme élève de SPEMAT et de SPESFES, je me suis rendu compte que je n'étais pas capable d'établir un lien concret entre les deux. En laissant de côté les maths simples comme les sommes et les produits, je ne voyais pas l'intérêt des maths dans les sciences économiques. C'est ainsi que je me suis demandé, quels sont les outils mathématiques qui nous permettent d'étudier l'économie actuelle? Dans le cadre de mon sujet, je vais plus précisément m'intéresser à l'étude du PIB, aussi appelé produit intérieur brut. Le PIB mesure l'accumulation des richesses produites par un pays pendant la durée d'une année. On peut obtenir cet indicateur en additionnant toutes les valeurs ajoutées des productions marchandes, comme celles produites par des entreprises, et celles non marchandes, qui sont celles qui ont été produites par des associations. Une production d'un bien ou d'un service sera ainsi considérée comme marchande lorsque l'objectif de la production est de tirer des bénéfices à cette production. De plus, la valeur ajoutée est en soi le gain qu'obtient l'entreprise lors d'une production. On peut connaître la valeur ajoutée d'une production en prenant les prix de vente du produit et en lui soustrayant tous les coûts relatifs à sa production. Grâce à mes recherches, je me suis aperçu que l'on pouvait utiliser les fonctions pour modéliser et interpréter les variations du PIB. Mais avant de nous submerger dans l'étude de l'économie actuelle, revenons un peu en arrière pour connaître un peu de l'histoire des fonctions. L'idée de fonction, bien qu'elle ait évolué au fil du temps, elle remonte à l'Antiquité. Des mathématiciens grecs comme Eudoxe ou Archimède ont travaillé sur des concepts qui peuvent être considérés comme des précurseurs des fonctions, notamment des rapports et des proportions. Cependant, le développement de la théorie des fonctions, comme on la connaît actuellement, est souvent attribué aux mathématiciens du XVIIe et du XVIIIe siècle, tels que René Descartes, Pierre Fermat et Isaac Newton, qui ont contribué à formaliser et à systématiser les idées liées aux fonctions. Or, pour étudier les variations du PIB à court et à long terme, il faut dériver et intégrer la fonction qui représente le PIB. Le concept de dérivée émerge au XVIIe siècle, avec des travaux de mathématiciens tels que Isaac Newton. Il a développé des méthodes pour étudier les variations de fonctions et les taux de changement, jetant ainsi les bases du calcul différentiel. En parallèle, le concept de primitive se développe avec les études de Léonard Euler et Joseph Louis-Lagrange, qui commencent à formaliser le concept d'intégrale indéfinie ou de primitive, qui est en soi l'opération contraire à la dérivation. Ils ont aussi travaillé sur des méthodes permettant de calculer les intégrales de fonctions et développer des techniques comme la méthode de substitution et l'intégration par parties. Cependant, c'est avec les travaux de plusieurs mathématiciens du XIXe siècle, tels que Augustin Louis Cauchy et Bernard Riemann, que le calcul différentiel et intégral sera rigoureusement formalisé. C'est ainsi que les notions de limite, de continuité et de convergence seront clarifiées, établissant ainsi une base solide pour le développement ultérieur de ce type de calcul. En gardant à l'esprit comment nous sommes arrivés à ce point concernant le développement de ces outils, nous pouvons commencer à dévoiler leurs utilités. Prenons par exemple la fonction f, qui représente le PIB d'un pays, en fonction de la variable t, qui représentera le temps. Lorsque l'on dérive cette fonction, on obtient le taux de croissance instantané de cette variable économique à un instant précis. C'est ainsi que pour étudier les variations du PIB, il faut étudier les variations de la dérivée de la fonction représentant le PIB. Or, pour atteindre ce point, il y a plusieurs étapes à faire. Dans un premier temps, nous devons dériver la fonction pour obtenir f' de t, qui sera la dérivée représentant
la dérivée de la fonction représentant le PIB. Il faut ensuite construire le tableau de variation de cette fonction. Pour cela, il faut poser les inéquations f' de t est égal à 0 et f' de t supérieur ou égal à 0. Les valeurs pour lesquelles f' de t sera égal à 0, ce sont les valeurs dans lesquelles f de t change sa variation. Or, lorsque f' de t est positif, cela veut dire que la fonction f de t est croissante. Et dans le cas contraire, cela veut dire que la fonction est décroissante. Lorsqu'on parle de croissance économique, on parle d'une augmentation soutenue et à long terme d'indicateurs comme le PIB, aussi nommé PIB réel. Le PIB réel ne prend pas en compte l'inflation. On peut poursuivre. En examinant les variations de la dérivée sur une période de temps donnée, on peut identifier les tendances économiques. Par exemple, une dérivée positive du taux de croissance du PIB sur plusieurs trimestres nous indique une croissance économique stable, tandis qu'une dérivée négative sur plusieurs trimestres peut signaler une récession économique. On peut aussitôt étudier graphiquement la courbe représentative de la fonction f' de t. On sait que la dérivée d'une fonction est représentée par la pente de la tangente de la courbe de cette fonction à un point donné. Donc, lorsque l'on retrouve une pente positive, cela indique une croissance économique et stable. Une pente négative nous indique une décroissance. Et finalement, une pente nulle nous indique un plateau. Par exemple, si f' de 2020 est égal à moins 2%, cela indique une récession. Si f' de 2021 nous donne 0%, cela indique un plateau ou une stagnation économique. Et finalement, si f' de 2022 nous indique 3%, cela signifie que le PIB accroît à un rythme de 3% par an en 2022. Cela nous indique que, par exemple, dans cet exemple précis, on se trouvait dans une époque de récession. Ensuite, l'économie se rétablit et finalement, elle commence à croître à nouveau. On peut ensuite utiliser la primitive de cette fonction pour étudier l'accumulation du PIB dans une période donnée. En analysant les intégrales sur différentes périodes, on peut comparer l'accumulation de certaines variables économiques. Par exemple, l'intégrale du PIB sur une période donnée représente la somme des valeurs du PIB sur cette période, c'est-à-dire la production totale de biens et de services au cours de la période choisie. Par exemple, l'intégrale du PIB sur une année donne le produit intérieur brut de cette année. Graphiquement, l'intégrale du PIB sur une période correspond à l'aire sur la courbe du PIB sur cet intervalle de temps. Cela représente ainsi la quantité totale de richesse générée pendant cette période. Lorsque l'on compare les intégrales de différentes périodes, on peut évaluer les performances économiques à long terme. Par exemple, comparer les intégrales du PIB sur plusieurs décennies peut nous fournir des informations sur la croissance économique à long terme. Je peux conclure qu'en combinant l'analyse des dérivées et des intégrales du PIB, je suis capable d'obtenir une compréhension plus complète de l'évolution économique d'un pays sur une période donnée, ainsi qu'en examinant à la fois les variations instantanées et l'accumulation de cette période. Je peux en déduire si on se trouve dans une période de croissance, de récession ou de stagnation économique.